Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un cas absolument renversant qui s'est déroulé entre décembre 2018 et mai 2021 dans le quartier de Scarborough, à Toronto, au Canada. Il s'agit de l'histoire de deux parents en apparence dévoués, Michael Whitfield et Lauren Whitfield, qui ont adopté une fillette nommée Nadia Petrova, présentée comme lourdement handicapée. Le récit aurait pu demeurer l'exemple même d'une belle histoire de solidarité et de générosité, mais la réalité s'est avérée plus sombre. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me soutenir d'un like et d'un abonnement. Cela m'encourage vraiment à continuer. À l'origine, la situation de Nadia Petrova paraissait bouleversante. Son profil public sur les réseaux présentait une enfant ukrainienne de 9 ans, souffrant de spasticité sévère, incapable de se déplacer sans fauteuil roulant et dépendante de soins constants. La nouvelle de son adoption par le couple Whitfield était devenue virale, relayée par un compte qu'ils avaient créé, Hope for Nadia, suscitant une vague de sympathie dans le monde entier. On pouvait régulièrement y voir Nadia, toute menue, coiffée de bandeaux roses, un voile de tristesse planant sur son visage, tandis que Lauren, ancienne infirmière et désormais blogueuse consacrée à la parentalité, expliquait chaque étape de la soi-disant rééducation de la petite. Michael, de son côté, se montrait comme le père attentionné par excellence, veillant aux moindres détails de la vie domestique de Nadia et travaillant dur pour financer ses traitements. Les voisins, touchés par l'histoire, décrivaient tous le couple comme incroyablement généreux, prêt à aider quiconque dans le besoin. Dans cette ambiance de pitié admirative, l'image parfaite de la famille unie se renforçait. Les followers du compte à Hope for Nadia multipliaient les commentaires de soutien et les dons affluaient, s'élevant au total à plus de 2,8 millions de dollars canadiens la première année, somme faramineuse au vu de la médiatisation extrême de l'histoire. Pourtant, derrière ces apparences idylliques, la vérité était bien différente. Michael Whitfield, 42 ans, grand et athlétique, était un expert en informatique, travaillant pour une prestigieuse société de conseil. Selon ses collègues, il rayonnait d'assurance, toujours vêtu de costumes sportifs raffinés, portant des lunettes à monture métallique. Il disposait d'une excellente réputation professionnelle, maîtrisait les projets complexes d'architecture technologique et s'exprimait avec un calme posé. Sa vie personnelle, sous ce vernis parfait, n'intéressait pas particulièrement ses collègues, d'autant plus qu'il parlait rarement de sa famille au bureau. Son épouse, Lauren, 39 ans, ancienne infirmière devenue blogueuse à plein temps, attirait l'attention locale par son blog dédié à la parentalité et à la santé infantile. Plusieurs personnes de leur entourage décrivaient Lauren comme une personne discrète, se montrant rarement en public sans être bien apprêtée. Cheveux châtains attachés en un chignon bas, maquillage minimaliste, très doux. Mais ces mêmes personnes mentionnaient parfois un air de tension dans son regard, comme si elle était constamment sur le qui-vive. Tout s'était brusquement modifié lorsqu'ils avaient annoncé l'arrivée de Nadia dans leur foyer. Nadia Petrova, présentée comme âgée de 9 ans, arrivait en fauteuil roulant. Elle portait de grands yeux bleus foncés et affichait un teint très pâle, lui donnant une fragilité presque éthérée. Son corps était petit, sa taille ne dépassant pas les 118 cm, et elle bougeait ses mains avec une lenteur prononcée, comme si ses muscles étaient constamment raides. D'après les vidéos filmées par Lauren, Nadia présentait des symptômes compatibles avec une spasticité généralisée. Les médecins, dont Lauren proclamait la compétence en ligne, effectuaient, soi-disant, d'innombrables tests. Sur ces séquences, on pouvait voir Nadia subir des injections de médicaments destinés à calmer ses spasmes ou la voir s'essouffler comme si ses poumons refusaient de fonctionner correctement.
Les images étaient parfois accompagnées d'un commentaire larmoyant, montrant Lorraine près du lit de Nadia, expliquant combien il était essentiel de financer un nouveau protocole de soins, un nouveau rendez-vous ou un nouvel équipement pour la soutenir dans son combat quotidien. Le quartier de Scarborough, où habitait la famille, est constitué de rues résidentielles calmes, ponctuées de parcs verdoyants, de petits commerces et de lieux de culte. Les Whitfield y vivaient dans une maison confortable, ni trop luxueuse ni modeste, située au bout d'une allée arborée. Les voisins s'exprimèrent sur le couple avec prudence, relevant toutefois que cette soudaine exposition médiatique avait transformé leur rue en lieu de passage de journalistes et de curieux. Tous restaient toutefois émerveillés de l'histoire de Nadia, la fillette adoptée depuis un orphelinat en Ukraine et qui semblait nécessiter des soins constants. C'est précisément là que les choses ont commencé à intriguer. Une personne proche de la famille, que l'on peut décrire comme une connaissance bienveillante vivant à 2 pâtés de maison, affirmait que, derrière les vidéos, elle avait parfois surpris la fillette en train de se déplacer plus aisément qu'elle n'en avait l'air, lorsqu'il n'y avait ni caméra ni visiteur extérieur. Personne ne voulait toutefois croire à une supercherie. Comment envisager que cette gamine, au visage exténué par les supposées maladies, puisse feindre un handicap? La confiance restait totale, d'autant plus que Lorraine, blogueuse très suivie, répondait régulièrement aux questions et présentait tout l'attirail médical nécessaire pour prouver la gravité des problèmes de Nadia. Le signal d'alerte le plus important est survenu plusieurs mois après l'arrivée de Nadia, au moment où Lorraine publia sur les réseaux des clichés d'un bras couvert d'hématomes. Elle expliquait que ces bleus étaient la conséquence d'un nouveau traitement expérimental injecté dans des zones musculaires clés pour relâcher la tension. Les médecins de la région, qui ne souhaitaient pas être nommés dans ces vidéos, auraient validé, selon Lorraine, des doses importantes de certains relaxants et d'injections de botuline pour calmer les spasmes. Dans l'euphorie médiatique, la plupart des abonnés compatissaient en renvoyant des messages de soutien ou des dons. Pourtant, quelques voix plus critiques dans le public commençaient à s'inquiéter. Comment se faisait-il que Nadia n'alla jamais consulter dans les centres spécialisés reconnus de Toronto? Pourquoi la voyait-on toujours dans ce décor domestique, au chevet, sans aucune mention d'hôpitaux ou de laboratoires réputés? L'excuse de Lorraine était que la fillette était trop fragile pour subir des transports longs et épuisants, d'où la venue régulière d'équipes médicales mobiles. Mais on ne voyait jamais ces fameux professionnels à l'écran, simplement des photos de matériel médical posées près d'un lit. La découverte du crime a réellement commencé par un événement anodin. Amelia Rossi, une voisine de 27 ans, s'était installée dans la rue quelque temps auparavant. Elle exerçait comme journaliste d'investigation en freelance, spécialisée d'ordinaire dans des affaires de fraude ou de corruption. Le destin a voulu qu'elle remarque des détails troublants dans le comportement des Whitfield. Après avoir échangé quelques formules de politesse avec Lorraine, elle trouva étrange le regard nerveux que celle-ci lui lança lorsqu'elle demanda à rencontrer Nadia. Lorraine fit mine d'être heureuse de l'invitation pour un goûter, mais sa voix trahissait une angoisse inhabituelle. Chez Amelia, le sentiment d'un malaise discret s'est renforcé lorsqu'elle a aperçu la jeune fille au bout du couloir. Nadia, dans son fauteuil roulant décoré de peluches roses, paraissait effrayée, comme si elle craignait la visite d'une inconnue. Cette peur pouvait certes n'être qu'une gêne, mais Amelia, habituée à traquer l'anomalie, perçut qu'il se passait autre chose. Surtout, Nadia tentait d'articuler quelques mots, mais Lorraine la coupa abruptement, prétendant que la fillette était trop fatiguée pour parler. Amelia n'oublia pas ce détail. Le véritable déclic vint un peu plus tard, lorsqu'Amelia reçut dans sa boîte mail un message crypté, accompagné de quelques lignes dans un français approximatif puis en anglais, conclu par une phrase étrange. « Je ne suis pas malade, je ne suis pas petite fille. Aidez-moi. N.P. » Au début, Amelia n'y crut pas. Elle pensa à un canular.
mais en examinant la provenance et la structure du courrier, elle constata qu'il s'agissait d'une adresse Tor, liée au Darknet, soigneusement masquée. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il la peine d'envoyer un message aussi codé si ce n'était pas pour dissimuler une véritable peur? La signature NP ne pouvait qu'évoquer Nadia Petrova, dont le nom complet était connu grâce aux vidéos publiques. Amelia se décida à aller plus loin. Elle parvint à décrypter certains indices dans le mail, comme des références à des injections douloureuses répétées, à une impossibilité de marcher et surtout à un désir de prendre la fuite. Les premiers soupçons d'une fraude ou d'une maltraitance se sont trouvés renforcés par l'analyse qu'Amelia mena sur la présence de Michael Whitfield dans des forums douteux, accessibles via des navigateurs spéciaux. Un proche d'Amelia, également journaliste freelance, l'aidait par moments à collecter des données en ligne. Par un ensemble de recoupements, ils découvrirent que Michael Whitfield vendait, sous pseudonyme, des consultations médicales, décrivant dans le détail l'usage de certaines toxines sur de jeunes patients, prétendument souffrant de paralysie. Plusieurs utilisateurs anonymes de ces forums discutaient de l'administration de faibles doses de substances, comme la toxine botulique ou le baclofène, afin de simuler des handicaps physiques. Ce réseau caché semblait graviter autour d'adoptions illégales, d'enfants simulant des infirmités ou d'enfants réellement malades, le tout dans un but lucratif de récolte de fonds. D'après ces conversations, Michael échangeait des photos et des analyses sur la façon de maintenir un état de faiblesse prolongé chez un enfant, tout en évitant la mort ou les séquelles irréversibles, trop évidentes. Amelia en eut des frissons. Cela signifiait que Nadia pouvait bien être la victime de ces pratiques odieuses, destinées à apitoyer le public et à multiplier les dons en ligne. Mais la jeune journaliste restait prudente, car il lui fallait des preuves tangibles pour éviter d'accuser à tort des gens qui, aux yeux du voisinage, passaient pour d'authentiques sauveurs. Le moment où les autorités ont réellement été alertées arriva lorsqu'Amelia envoya un signalement anonyme à un service de protection de l'enfance à Toronto. Les agents, qui reçoivent parfois de fausses alertes, ont néanmoins jeté un œil à la popularité du profil à Hope for Nadia. L'examen de la situation ne laissa pas les enquêteurs indifférents. Ils décidèrent de dépêcher une équipe de travailleurs sociaux chez les Whitfield afin de s'assurer de la réalité des soins. Le couple, préparé à ce genre de visite, montra un environnement familial correct, une chambre d'enfants médicalisée, des notes de médecins, dont certains signataires n'existaient même pas. Les travailleurs sociaux furent globalement rassurés, d'autant que Nadia demeurait silencieuse, apparemment inhibée, se contentant de petits hochements de tête. Toutefois, cette inspection éveilla les soupçons d'une entité spécialisée dans le trafic d'êtres humains, car les documents fournis par le couple montraient quelques irrégularités dans les dates et les signatures. On leur conseilla de creuser davantage. C'est ainsi qu'un inspecteur chevronné, réputé pour son sens du détail, fit son entrée dans l'affaire. Accompagné d'une collègue, il interrogea d'abord les voisins et constata l'étonnante popularité des Whitfield sur les réseaux. Les enquêteurs collectèrent tout: publications, vidéos, transactions bancaires, éléments relatifs à l'adoption. Les premiers éléments montraient qu'il y avait bien eu paiement d'une somme importante à une agence privée d'adoption pour accélérer la venue de Nadia au Canada. Mais rien d'illégal n'en ressortait de prime abord. La révélation cruciale se produisit quand Amelia, entre-temps, continua son investigation. Elle parvint à trouver une autre piste. Nadia, ou plutôt un compte semblant appartenir à Nadia, avait envoyé un second message crypté comportant cette fois un passage en langue slave mal traduite. On y lisait la mention « Je suis plus âgée, je ne suis pas 9 ans ». Cette affirmation sembla d'abord ridicule, mais elle rejoignait le sentiment d'Amelia d'avoir vu parfois Nadia se mouvoir étrangement, comme une personne qui aurait plus de maturité qu'elle ne le laissait croire.
Amelia passa ce message à l'inspecteur. Celui-ci, troublé, sollicita l'aide d'un autre service pour examiner l'authenticité de ce message. Les experts confirmèrent que l'émetteur utilisait des machines sophistiquées pour chiffrer ses propos, mais ils ne pouvaient pas encore prouver avec certitude qu'il s'agissait de Nadia. Néanmoins, le soupçon d'une imposture se renforçait. Les jours passèrent, et le climat s'alourdissait à Scarborough. Les Whitfield continuaient leurs vidéos, mais on sentait chez Lorraine un stress de plus en plus palpable. Ces updates sur l'état de santé de Nadia devenaient plus dramatiques. Elle parlait d'insuffisance respiratoire prochaine, de risque vital imminent et réclamait à ses abonnés un nouveau coup de pouce financier. Plusieurs voix sceptiques commençaient à la contredire, demandant des preuves médicales ou la raison pour laquelle l'enfant n'était pas immédiatement conduite aux urgences pour un problème aussi grave. Dans la pénombre de leur maison, Michael passait de longues heures derrière son ordinateur. Échangerait-il des renseignements avec un réseau criminel? Nul ne pouvait encore l'affirmer clairement, mais tout semblait se recouper. À ce stade, l'inspecteur principal décida d'opter pour une surveillance plus rapprochée. Il envoya discrètement des unités observer la maison, guetter les mouvements du couple et vérifier qui entrait et sortait. De cette manière, un filage permit de découvrir une habitude nocturne de Michael. Il se rendait dans un entrepôt isolé, situé dans une zone industrielle peu fréquentée, à la périphérie de Scarborough, tard dans la soirée. Les enquêteurs se demandèrent ce qu'il allait faire là-bas. Était-ce un lieu de stockage pour du matériel médical louche? Les premières observations ne révélèrent pas grand-chose. Cependant, la police finit par obtenir un mandat pour vérifier ce local. À l'intérieur, ils trouvèrent du matériel informatique sophistiqué, plusieurs cartons contenant des médicaments, principalement des relaxants musculaires puissants, et des seringues étiquetées en cyrillique. Il y avait aussi un fauteuil roulant supplémentaire, identique à celui de Nadia, marqué de taches suspectes et de résidus de produits chimiques. Le tout restait insuffisant pour une arrestation immédiate, mais cela confirmait l'existence d'une activité illégale, ou du moins non déclarée. Simultanément, des transferts d'argent en provenance de comptes dans divers pays venaient d'être repérés sur le compte de Michael. Au fil de l'enquête, une collègue de l'inspecteur principal, également spécialisée dans la cybercriminalité, découvrit des liens clairs entre l'activité de Michael sur le Darknet et un groupe international qui proposait des services de mise en scène médicale. Selon les éléments recueillis, le but de ces services était de présenter à des plateformes de financement participatif des enfants prétendument atteints de maladies rares ou de handicaps graves, afin de susciter la compassion et d'encaisser des dons massifs. Les conversations interceptées faisaient état d'utilisation millimétrée de substances rendant momentanément un enfant incapable de se mouvoir correctement, avec un dosage assez précis pour que les lésions ne soient pas permanentes. Le thème récurrent restait l'argent facile. Les vidéos émouvantes étaient en effet très rentables. Dans cette organisation, Michael semblait exceller dans la présentation de protocoles d'injection, s'appuyant sur les connaissances de Lorraine en tant qu'ex-infirmière pour maintenir Nadia dans un état perpétuellement proche de la maladie. C'est dans ce climat explosif qu'un matin, Amelia reçut un troisième message, encore plus explicite. Le texte, mêlant un anglais hésitant, du russe et quelques mots de tchèque, la suppliait de faire vite, car il allait emmener Nadia dans un autre endroit pour faire de nouvelles vidéos et peut-être tenter une chirurgie fictive visant à lui poser un respirateur. Dans ce courriel, l'auteur prétendait pouvoir remettre des preuves incriminantes à condition d'être sorti de cette maison. Amelia, bouleversée, se rendit immédiatement au poste de police où elle rencontra le même inspecteur. Quelques heures plus tard, le feu vert fut donné pour déclencher un assaut discret des forces de l'ordre, de concert avec un organisme chargé de la protection de l'enfance.
Les policiers envahirent la maison des Whitfield au petit matin, sous couvert d'une intervention d'urgence pour signalement de mise en danger. Michael était à son ordinateur, tandis que Lorraine se précipitait pour fermer la porte de la chambre de Nadia. Mais il était trop tard. Nadia fut extraite des lieux par les professionnels de la protection de l'enfance, tandis que Michael et Lorraine, furieux, criaient qu'il s'agissait d'un abus de pouvoir et qu'il n'y avait rien de grave. Surprise générale, le premier examen médical impartial de Nadia, réalisé dans un hôpital public de Toronto, révéla une situation sidérante. Les examens initiaux montrèrent que la fillette n'avait aucune lésion irréversible de la moelle épinière ni d'anomalie sévère au système nerveux central. Bien au contraire, ses réflexes moteurs revenaient peu à peu au fur et à mesure que s'estompait l'effet des injections. L'équipe médicale s'interrogea alors sur la véritable nature de l'infirmité de Nadia. Elle présentait une taille très petite et un retard de croissance évident, mais certains indices morphologiques et dentaires laissaient en supposer qu'elle n'était pas du tout âgée de 9 ans. Des radiographies des os permirent de déterminer une fourchette d'âge plus cohérente avec une adolescente de 15 ou 16 ans, souffrant apparemment d'un nanisme primordial, c'est-à-dire une forme rare de nanisme qui aboutit à un aspect très jeune et à une taille très réduite, mais qui ne s'accompagne pas nécessairement d'autres formes de handicap moteur. Les médecins furent estomaqués. Nadia ne semblait pas non plus être un vrai prénom, ou du moins il ne correspondait pas aux registres officiels de l'orphelinat ukrainien mentionnés dans les dossiers d'adoption. Lorsque les enquêteurs eurent accès à la jeune fille à l'hôpital, celle-ci, terrifiée, parla par bribes, mélangeant des mots en russe, en anglais et en d'autres langues slaves. Il fallut du temps pour qu'elle se sente en sécurité et accepte de collaborer. Les services de protection mirent tout en œuvre pour lui garantir un traducteur et un soutien psychologique. Le récit qu'elle livra laissa tout le monde sans voix. Nadia expliqua qu'elle avait grandi dans un orphelinat en Ukraine, où elle subissait des sévices répétés de la part d'employés et d'autres individus. Elle avait compris rapidement qu'elle ne pourrait pas sortir de cette misère par la voie classique de l'adoption, compte tenu de son âge réel et de sa pathologie de croissance. Alors, elle avait développé un stratagème en simulant un handicap physique important, pensant ainsi éveiller la compassion et accroître ses chances d'être choisie. Elle déclara que, grâce à ses nombreuses lectures et à sa curiosité, elle avait appris à feindre la spasticité et à se renseigner sur divers symptômes pour passer aux yeux d'un futur couple adoptif pour une enfant bien plus jeune et fragilisée. Sur des sites en ligne, elle se connecta à des personnes cherchant à adopter un enfant handicapé, notamment au Canada. Elle repéra le nom de Lorraine, qui la contacta via une agence d'adoption peu scrupuleuse. Selon Nadia, cette agence se livrait à des pratiques très douteuses, tirait de juteux profits de la détresse d'enfants ou de fausses présentations de cas médicaux. Nadia avait ensuite fait en sorte d'obtenir les faveurs de Lorraine et de Michael, sachant qu'ils seraient particulièrement attractifs pour un orphelinat en quête de bénéfices. C'est ainsi qu'elle se retrouva à Scarborough, quelques semaines avant Noël 2018. La suite de l'histoire, selon Nadia, devint plus sombre. Elle ne prévoyait pas que Michael et Lorraine allaient l'exploiter à leur tour en organisant un véritable spectacle autour de son prétendu handicap. Elle se rendit compte qu'ils administraient des produits pour amplifier les effets d'une paralysie partielle et simuler une maladie pulmonaire. Au début, Nadia crut qu'ils voulaient seulement la maintenir dans un rôle pour toucher des dons, ce qui la répugnait, mais elle s'y plia dans l'espoir de trouver un moyen de détruire l'agence responsable d'un trafic d'enfants encore plus vaste. Car, au sein de l'orphelinat, Nadia avait découvert des magouilles, reliant cette agence à d'autres structures internationales, impliquées dans des trafics dont l'ampleur dépassait l'entendement.
Elle pensa qu'en restant sous le toit des Whitfield, elle parviendrait à collecter des preuves numériques de leurs transactions, ainsi que des informations internes sur l'agence. Nadia se servait du fait que Michael, confiant dans sa pseudo-incapacité, ne prenait pas garde à dissimuler ses fichiers à la maison. Il la pensait trop faible pour avoir la force de fouiller son ordinateur, mais elle se servait de moments où il dormait ou sortait pour scruter ses dossiers. Selon ses dires, elle réussit à copier un grand nombre de documents incriminants sur la plateforme qu'il utilisait dans le Darknet. Petit à petit, elle prépara sa fuite virtuelle en contactant des gens comme Amelia ou d'autres militants des droits de l'enfance. Elle envoyait des messages encodés depuis un téléphone ou une tablette que Lorraine lui laissait parfois pour qu'elle s'amuse, n'imaginant pas qu'elle puisse saisir ces opportunités pour tout divulguer. Nadia expliqua que son intention finale était d'alerter suffisamment les autorités pour qu'elles s'intéressent non seulement aux Whitfield, mais à l'agence internationale derrière eux. Lorsque ce témoignage fut recueilli, la police procéda à l'arrestation de Michael et Lorraine. Ils furent formellement accusés d'abus sur mineurs, d'empoisonnement, de fraude financière, ainsi que d'autres chefs d'inculpation liés à la cybercriminalité et à l'exploitation d'un enfant. Michael se défendit en avançant qu'il n'avait fait que suivre les instructions de Lorraine, laquelle était, selon lui, la véritable initiatrice de ces manipulations médicales. Lorraine, pour sa part, soutenait qu'elle avait été entraînée dans cette affaire, que Nadia n'était pas réellement une enfant innocente, mais une stratège qui l'avait dupée. Pour autant, les éléments découverts sur le disque dur de Michael et les fichiers présentés devant la cour constituaient un dossier accablant. Entre-temps, Nadia, qui restait hospitalisée sous la protection d'une équipe spécialisée, subissait des examens plus poussés. Les médecins constatèrent qu'une fois sevrée de tous les relaxants musculaires et produits injectés, elle pouvait se déplacer, certes avec une certaine maladresse, mais rien à voir avec l'état quasi-végétatif qui était exhibé dans les vidéos. De plus, des analyses d'âge osseux confirmèrent qu'elle avait en réalité 16 ans révolus. Les journaux locaux s'emparèrent de l'affaire, la qualifiant de scandale national, une vaste escroquerie où l'on avait manipulé l'émotion publique pour soutirer des millions de dollars de dons, tout en abusant physiquement d'une jeune fille. Les donateurs, furieux, se sentirent floués, certains réclamant un remboursement intégral, d'autres demandant justice pour Nadia. Les fans inconditionnels des Whitfield, d'abord incrédules, connurent un électrochoc devant l'ampleur des preuves divulguées. Le procès, très médiatisé, s'ouvrit plus d'1 an après la libération de Nadia, ce qui laissa le temps au parquet de collecter et de consolider toutes les charges. Du côté de l'accusation, on retrouvait une procureure réputée pour sa ténacité dans les affaires de maltraitance infantile. Elle dressa un réquisitoire glaçant, décrivant la façon méthodique dont Lorraine, ex-infirmière, injectait des toxines à Nadia pour provoquer des symptômes de détresse respiratoire et de paralysie musculaire, présentés ensuite sur les réseaux sous forme de crise. Les enregistrements audio saisis dans la maison, sans que le couple ne le sache, prouvaient que Lorraine encourageait Nadia à rendre l'histoire plus dramatique, parlant de la nécessité de faire monter les compteurs de dons. Ces bandes révélaient aussi la complicité active de Michael, qui filmait les séances et réglait les aspects techniques de diffusion en ligne pour maximiser la visibilité de leur compte à Up4Nadia, transformant la souffrance, factice ou entretenue, de Nadia en spectacle rentable. Pour sa défense, Michael essaya de convaincre le jury qu'il n'était qu'un mari docile, suivant aveuglément sa femme. Ses avocats tentèrent de dépeindre Lorraine comme une personne souffrant d'un syndrome de Munchausen par procuration, autrement dit, une pathologie l'incitant à rendre malade ceux qu'elle prend en charge pour attirer l'attention et la sympathie. Ils montrèrent au tribunal des preuves que Lorraine avait déjà fait l'objet d'un avertissement à l'hôpital où elle travaillait autrefois,
suite à des soupçons de déclarations falsifiées concernant l'état d'un patient. Il apparut que Lauren, bien avant l'adoption de Nadia, était attirée par l'idée d'être perçue comme une sauveuse. Le tribunal examina ces éléments avec minutie. Cela n'exemptait pas Michael de sa responsabilité, puisque les dossiers numériques, extraits de ses ordinateurs, prouvaient qu'il touchait des parts considérables des dons versés sur les diverses plateformes de financement participatif et qu'il participait activement à la mise en scène. Lorsque ce fut au tour de Nadia de témoigner, la salle d'audience retint son souffle. Elle arriva escortée par des agents de protection, arborant une démarche hésitante, conséquence réelle de son anisme primordial et non plus des drogues injectées. Par l'intermédiaire d'une interprète, elle expliqua devant le jury l'horreur qu'elle avait vécue. Elle reconnut toutefois être elle-même à l'origine de la première supercherie, déclarant qu'elle avait sciemment menti sur son âge et feint un handicap pour être adoptée et échapper à l'orphelinat. Mais jamais elle n'aurait cru que les Whitfield exploiteraient sa petite taille et son apparente fragilité pour organiser une fraude aussi lucrative. Elle indiqua avoir collecté, durant les mois de calvaire, tout ce qu'elle pouvait. Enregistrements, courriels, captures d'écran, afin de faire tomber non seulement les Whitfield, mais aussi l'agence d'adoption complice. Les avocats de la défense tentèrent de la décrédibiliser en soulignant son mensonge initial sur son âge et sa santé. Mais la procureure rétorqua que cela n'enlevait rien à l'atrocité des actes subis par Nadia, ni à la gravité de la maltraitance systématique. La tension grimpa encore d'un cran lorsque la procureure appela à la barre un agent spécial d'Interpol qui expliqua comment Nadia avait transféré des preuves clés à des contacts en Europe et comment ces informations avaient permis de déclencher une enquête plus large contre l'Agence d'adoption internationale. Selon ces déclarations, plusieurs dirigeants de cette agence avaient déjà été arrêtés, et la découverte de dossiers multiples laissait penser qu'une partie des enfants adoptés via cette structure n'étaient même pas ceux présentés dans les dossiers. Des scandales d'exploitation circulaient. Les preuves de comptes en banque offshore reliés à l'agence, ainsi qu'à Michael Whitfield, furent exposées devant le tribunal. Les spectateurs furent sidérés d'apprendre que les Whitfield, loin d'être uniquement des manipulateurs cupides, avaient aussi trempé dans des transferts financiers suspects, potentiellement liés à d'autres affaires d'adoption douteuses. Le procès, qui dura plusieurs semaines, connut un moment pivot lorsque l'on diffusa les courriels de Michael, décrivant, par le menu, la posologie de certains produits injectables et comment il proposait de documenter les effets en vidéo. Les échanges montraient même des discussions sur le prix à facturer aux abonnés qui souhaitaient voir plus de détails sur l'état de Nadia, incluant des photos plus violentes. À ces instants, la salle d'audience, constituée de jurés, de journalistes, de simples citoyens, fut prise d'un profond dégoût. L'accusation démontra que les Whitfield s'enrichissaient en vendant non seulement l'image de Nadia, mais aussi un service de conseil à d'autres familles, peu scrupuleuses. On découvrit un véritable marché de la maltraitance, simulée ou réelle, exploitant la charité publique. Au terme du procès, la juge déclara Michael et Lauren coupables de la plupart des chefs d'accusation. Lauren, jugée instigatrice principale et responsable directe des sévices infligés à Nadia, fut condamnée à 24 ans de prison, assortie d'une interdiction à vie d'exercer toute activité en lien avec le médical ou l'enfance. Michael, dont la responsabilité n'était pas moindre, écopa de 18 ans, principalement pour participation à une organisation criminelle, fraude à grande échelle et complicité de maltraitance. La décision fut annoncée un après-midi sous haute tension, où les médias se pressaient devant le tribunal de Toronto. Lauren réagit par des cris, se disant injustement traitée, prétendant que c'était Nadia qui avait orchestré tout cela de bout en bout.
Mais il n'y avait pas de place pour ces accusations. Les preuves de son implication restaient accablantes. Quant à Nadia, elle bénéficia d'une protection renforcée. Les autorités canadiennes, comprenant qu'elle était également victime de ce trafic, lui accordèrent un statut spécial de témoin, collaborant avec Interpol, dans l'espoir de démanteler définitivement l'agence d'adoption incriminée. À mesure que l'affaire s'ébruitait, on apprit que cette agence avait placé des dizaines d'enfants dans divers pays. Parfois, en trompant aussi bien les familles adoptives que les autorités locales. Les sommes en jeu se comptaient en millions de dollars. Nadia, une fois remise sur pied, accepta de témoigner contre la structure, aidant ainsi la police internationale à remonter la piste de réseaux criminels encore plus vastes en Europe de l'Est. Les actions coordonnées aboutirent à l'arrestation de plusieurs dirigeants de l'agence, qui furent également reconnus coupables de trafic d'enfants. Cette affaire constitua une mise en garde retentissante sur la face cachée et perverse d'une certaine culture de la charité virale sur les réseaux, où l'émotionnel peut être instrumentalisé pour générer des fonds énormes. Après le procès, l'opinion publique se divisa entre la compassion pour Nadia, adolescente meurtrie, mais incroyablement ingénieuse, et la perplexité devant son rôle initial. Elle avait elle-même entrepris de feindre un handicap, ce qui, dans l'esprit de certains, jetait une ombre sur sa moralité. Mais la majorité reconnut qu'elle était la proie d'un système corrompu et qu'elle avait, malgré ses propres manœuvres, permis la révélation d'un scandale majeur. Certains défenseurs des droits de l'enfant virent en elle un symbole de survie, passant du statut d'orpheline, soi-disant impotente, à celui d'actrice décisive, dans la chute d'un réseau international. Les tribunaux canadiens tranchèrent. Nadia, étant mineure sur le territoire et victime de multiples agressions, conserverait la protection de l'État, avec une identité et un foyer nouveau, afin de poursuivre ses études et construire une vie plus stable. Les mois qui suivirent le procès furent marqués par des débats sur l'adoption internationale et l'absence de contrôle rigoureux dans certains pays. Plusieurs officiels canadiens durcirent la législation en matière d'adoption, exigeant une vérification plus stricte des antécédents médicaux des enfants et un suivi post-adoption plus intensif. Sur la scène publique, la tempête médiatique se calma peu à peu, mais le nom des Whitfield resta associé à cette gigantesque fraude. Le compte à Hope for Nadia fut évidemment fermé, et nombre de donateurs engagèrent des poursuites civiles pour récupérer leur argent. Certains obtinrent gain de cause, d'autres abandonnèrent, se considérant avant tout trahis émotionnellement. Dans la prison où Lorraine purge sa peine, on rapporte qu'elle continue de se poser en victime, clamant qu'on lui a volé son rêve de grande famille et que c'est Nadia qui l'a manipulée. Elle refuse d'admettre que son comportement relevait d'une forme de pathologie dangereuse, et elle projette d'écrire ses mémoires pour présenter sa version des faits. Michael, lui, plus discret, aurait proposé sa collaboration à la justice pour dénoncer d'autres ramifications criminelles à l'étranger, espérant réduire sa peine. Jusqu'à présent, la juge n'a consenti aucune réduction, ayant jugé les crimes trop graves. En fin de compte, cette affaire hante encore l'esprit collectif à Scarborough. Les résidents du quartier, tout comme ceux qui suivaient les Whitfield sur les réseaux, se demandent comment ils ont pu se laisser berner à ce point. L'histoire agit comme un signal d'alarme sur le pouvoir des images et sur la nécessité de vérifier les informations avant de se ruer sur le bouton « Faire un don ». En coulisses, Nadia, sous un nouveau nom, poursuit sa route. Certains témoins affirment qu'elle étudie assidûment pour rattraper les années perdues. Son courage et sa détermination fascinent et suscitent un profond respect auprès de ceux qui ont eu l'occasion de la rencontrer. Sa collaboration avec Interpol se poursuit, tant qu'elle est mineure et protégée, afin de boucler d'autres enquêtes sur des filières liées à ce trafic d'enfants fragilisés. C'est l'une des rares issues positives de cette saga. Malgré des stratégies moralement ambiguës au départ, elle a permis de révéler
et peut-être de détruire un réseau criminel de grande ampleur. Aujourd'hui, je veux simplement vous partager mon sentiment. J'ai encore des frissons en repensant à tout ce que cette histoire nous a enseigné. J'ai dû moi aussi réviser beaucoup de préjugés et me rappeler à quel point il est important de vérifier ses sources. Merci énormément d'avoir suivi mon récit jusqu'au bout. Votre présence et votre écoute me touchent. J'espère de tout cœur que cela vous donnera l'envie de mieux comprendre et de soutenir les vraies victimes tout en restant sur vos gardes face aux escroqueries en ligne. Je vous remercie encore de m'avoir accompagné dans cette histoire bouleversante. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à explorer des affaires de ce genre, je vous propose quelques autres vidéos disponibles dès maintenant. Vous y trouverez des récits d'affaires tout aussi poignants, et je serai ravie de vous retrouver pour que nous puissions ensemble démêler d'autres énigmes criminelles. Prenez soin de vous et à très bientôt.